Heureusement, on n'a plus de famine, puis on n'a plus besoin de chasser des mammouths, mais malheureusement, on est un peu dans la surabondance, surtout au niveau des glucides. Donc, on sait maintenant que la consommation abondante de glucides, soit en fréquence ou en quantité, ou les deux, va amener une sécrétion constante d'insuline. Puis, à force de constamment sécréter de l'insuline, puis d'être, dans le fond, que l'insuline circule autour des cellules, il va y arriver qu'il va y avoir une diminution de la réponse tissulaire. Donc, les cellules vont moins bien réagir à la présence de l'insuline, ce qui fait que le glucose rentre moins bien dans les cellules, la glycémie reste élevée, puis ça stimule plus de sécrétion d'insuline, et c'est un cercle vicieux qui va être empiré par le fait que l'insuline fait faire du gras autour des cellules, donc les processus d'accumulation de gras autour des organes par la lipogénèse et le stress oxydatif que ça va créer va empirer toujours ce phénomène-là de résistance à l'insuline, puis on sécrète toujours plus d'insuline. La résistance à l'insuline, ça fait quoi dans le corps? Bien, en fait, tout d'abord, c'est relié aussi à la génétique. On a parlé tantôt de génétique. C'est relié à l'alimentation, au stress, au manque de sommeil, aux polluants. Mais le facteur majeur qui fait sécréter de l'insuline, c'est le glucose, la consommation de glucides. Donc, l'insuline dans le corps, qu'est-ce que ça peut faire? Le phénomène de résistance à l'insuline, donc le fait que nos cellules sont rendues résistantes à l'insuline et qu'on sécrète aussi l'hyperinsulinémie, le fait de sécréter beaucoup d'insuline, quels sont les impacts sur le corps? Donc, vous allez reconnaître un peu Gilles ici, hein, syndrome métabolique, diabète de type 2, altération du bilan lipidique. On va avoir donc une augmentation des triglycérides, diminution des HDL, des LDL qui vont être plus hétérogènes, plus oxydés, de l'hypertension, obésité viscérale, maladie cardiovasculaire, stéatose hépatique, désordres hormonaux, troubles cognitifs, troubles d'humeur. Ça fait quand même pas mal le tour des maladies chroniques qu'on voit. La solution, il faut s'adresser à la résistance à l'insuline et à l'hyperinsulinémie en s'attaquant au dénominateur commun, soit diminuer les glucides. Donc, j'ai fini mes détours, j'arrive vraiment au vif du sujet. C'est quoi la restriction thérapeutique en glucides? C'est juste manger moins de glucides. C'est pas plus compliqué que ça. On n'est pas obligé de se fier à des ratios, des ratios de macronutriments, des quantités. Le simple fait de manger moins de glucides, c'est une restriction thérapeutique en glucides. Mais il y a plusieurs noms qu'on lui donne, puis tout le monde utilise un peu les noms de façon, tu sais, il y en a qui vont dire, ils vont parler du LCHF pour Low Carb Healthy Fat. On va parler de cétogène, de keto, de low carb. En gros, là, il y a un gros terme plus général qui a été énoncé, qu'on parle maintenant de restriction thérapeutique en glucides, mais c'est un peu tout ça. Qu'est-ce que c'est une restriction thérapeutique en glucides? Quand on regarde les macronutriments de notre assiette, bien, ça va être de couper les glucides, soit de façon stricte, qui est à moins de 20 grammes de glucides par jour, soit de façon modérée, on parle de 20 à 50 grammes par jour. Une restriction libérale est de 50 à 100 grammes par jour. Et lorsqu'on parle d'une alimentation cétogène, ce n'est pas nécessairement en lien avec les grammes de glucides, c'est plutôt lorsque les corps cétoniques redeviennent notre carburant principal. Ça arrive souvent à moins de 20 grammes par jour, mais certaines personnes peuvent être en cétose même à 30 grammes, certains plus les athlètes. Les gens qui ont une bonne flexibilité métabolique peuvent être en cétose, dans le phénomène de cétose, même avec un petit peu plus de glucides. Les protéines, c'est modéré, comme la diète, une alimentation standard. Puis les lipides, contrairement à la pensée populaire, ce n'est pas du gras à volonté, c'est du gras à satiété pour aller combler l'assiette pour amener satiété. Ça peut ressembler à ça. Là. Je trouve que l'image est assez évocatrice là, de ce que peut ressembler une assiette d'alimentation stricte, modérée ou libérale. Ce n'est pas du beurre et du bacon nécessairement. C'est plutôt, idéalement, des aliments non transformés, mais des aliments sains, vrais, dans lesquels on exclut les aliments qui sont riches en glucides. Un petit mot sur la cétogénèse. Dans le fond, qu'est-ce que c'est la cétogénèse? Le fait de produire des corps cétoniques. La cétogénèse, c'est un mécanisme physiologique naturel, puis il y a deux conditions pour tomber en cétose. Il faut qu'il y ait un faible taux d'insuline parce que rappelez-vous que l'insuline empêche la libération des gras, ça l'empêche de perdre du poids, ça l'empêche d'utiliser les gras. Donc, il faut que l'insuline soit basse, puis il faut que la cellule ressente que la glycémie est basse aussi. Dans le fond, le corps va vouloir aller chercher de l'énergie.
ça a longtemps été perçu comme un phénomène toxique à cause de l'acidocétose diabétique qui survient, l'acidocétose en fait, qui survient souvent plus dans les contextes de diabète de type 1. Mais on sait maintenant que la cétose nutritionnelle, c'est un phénomène qui est sécuritaire, puis que les bébés naissent souvent en cétose. Notre corps est un peu comme un véhicule hybride, fait qu'il peut fonctionner aux glucides, mais il peut aussi brûler les gras comme énergie, comme source alternative lorsqu'il n'y a plus de glucides disponibles. Puis à ce moment-là, les surplus d'acétyl-CoA qui vont être produits vont pouvoir former les corps cétoniques, qui est notre source d'énergie.